appartement donc pour trouver le studio de ses rêves. Ce qui est important dans cette période pour elle, c'est que pour la première fois, elle va avoir son appartement. Après son travail, Sophie était censée visiter un studio dans les environs de Strasbourg pour se rapprocher de la fac. Après la visite, elle devait rentrer en train à Cernay pour fêter son anniversaire. Impossible pour la famille de savoir si Sophie s'est bien rendue à cet appartement. Ils ignorent où il se trouve. Sylvie décide de se rendre à l'hôtel où travaillait sa sœur, car c'est là-bas qu'elle a été vue pour la dernière fois. Elle appelle des amis à la rescousse, dont Valentin, un proche de Sophie qui est sous le choc. Il est aux alentours de 20h. Et à ce moment-là, ouais, c'est le monde qui s'arrête. À ce moment-là, c'est le monde qui s'arrête et t'es un peu à toi-même. Tu sais pas ce que tu dois faire. Et tu penses qu'à une chose, en fait, en réalité, c'est d'y aller. 2 heures passées quand Sylvie, Valentin et ses amis arrivent sur place. Ils espèrent voir Sophie prendre son service de veilleuse de nuit. Et elle n'était pas présente. Et là, tu te dis, ça commence à être encore plus. Oui, on est mort d'inquiétude. Sophie n'a pas prévenu l'hôtel de son absence, ce qui ne lui ressemble pas. Cette fois, pas de doute, il faut prévenir la police. Il est 23h au commissariat. Sylvie est paniquée, mais elle a du mal à convaincre les policiers que la disparition de Sophie est inquiétante. Dès le départ, on n'a pas eu le sentiment d'être forcément pris au sérieux. Ça restait pour eux peut-être une fugue ou... On leur explique que la jeune fille est majeure et vaccinée, même si elle est très jeune encore, qu'elle a bien pu partir, aller faire la fête avec des amis. Alors que Sophie a disparu depuis maintenant 12 heures, la police ne déclenche pas encore d'enquête. Les proches sont anéantis, car, selon eux, Sophie n'a pas pu disparaître volontairement. Si elle avait décidé de ne plus fêter son anniversaire en famille, elle aurait simplement dit à ses parents, à sa sœur, et ce serait bien passé. La famille Le Tan s'apprête à passer une première nuit sans Sophie. Une terrible épreuve, car ils imaginent le pire. La famille vit un cauchemar au fil des heures. La détresse, la peine est très perceptible dans la maison. La panique également. Ils se sentent impuissants, ils ne savent pas quoi faire. La nuit, elle a été très courte. Trop de tension. J'ai le souvenir que je lui ai fait un cadeau pour son anniversaire. Et j'ai dormi avec. J'ai dormi avec ce cadeau parce que je me suis dit c'est peut-être quelque chose qui peut me relier à elle. C'était un cadeau assez simple et qui montrait juste l'affection que j'avais pour elle. Les proches sont désespérés, mais l'affaire va bientôt connaître son premier rebondissement. Car la famille Le Tan décide de mener elle-même l'enquête. Sylvie commence par la chambre de sa sœur. Elle la retourne entièrement à la recherche du moindre indice. Sophie aurait-elle laissé une lettre qui expliquerait sa disparition? La fouille ne donne rien. Mais Sylvie ne s'avoue pas vaincue. Sylvie, la petite sœur, a une idée, c'est-à-dire qu'elle a les codes Snapchat, cette fameuse application prisée des jeunes, elle a les codes de sa sœur, et donc elle utilise les codes de sa sœur, et à partir de là, il y a une application qui permet de géolocaliser le téléphone. Et là, elle se rend compte de quelque chose quand même d'assez surprenant. Elle remarque que le portable a borné au 54 avenue de Bichuler, à Schiltigheim. Le dernier message envoyé à sa sœur a été posté depuis Schiltigheim, une ville au nord de Strasbourg.
C'est une photo de Sophie. Elle l'a envoyée à 9h du matin, le jour de sa disparition. Alors, que faisait-elle là-bas ? On sait que Sophie avait rendez-vous pour visiter un appartement en fin de matinée. Et là, on commence à se dire, elle a dû aller visiter son appartement à Schiltigheim. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose autour de la visite de cet appartement. Aussitôt, Sylvie, son père, mais aussi Valentin et Justine, les amis de Sophie, prennent la direction du 54 route de Bischwiller à Schiltigheim. Sophie n'a plus donné signe de vie après s'être rendue à cette adresse, peut-être pour visiter un appartement. Alors ils espèrent trouver une piste là-bas. Après 1 heure de route, ils découvrent un quartier paisible. Le 54 est à l'angle d'un immeuble qui compte une centaine de logements, mais rien ne les arrête. Ils frappent à toutes les portes, plusieurs dizaines d'appartements, en demandant si la veille, au matin, quelqu'un n'aurait pas vu cette jeune fille. On essayait de montrer des photos d'elle, de la décrire au maximum pour que les gens puissent nous dire s'ils l'ont aperçue. Sur la centaine d'appartements, il n'y a que 40 réponses. Et aucune personne n'a reconnu Sophie. Terrible déception. Mais les proches de Sophie ne se découragent pas. Ils en sont sûrs, c'est ici qu'ils peuvent obtenir des informations. La jeune fille a disparu en pleine journée. Il y a forcément des témoins. Alors ils quadrillent le quartier et interrogent les passants. Là, ils font un travail vraiment de policiers de planque sur le terrain. Donc, ils se mettent dans les voitures, un peu à distance, pour observer. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à l'attitude suspecte ? Ils regardent à droite, à gauche. Une certaine paranoïa s'installe parce que ils étaient persuadés qu'elle était kidnappée et donc ils observaient tout le monde. Chaque piéton, chaque passant, ça peut être un individu qui a causé du tort à Sophie. On commençait à regarder dans les ruelles, à regarder dans les escaliers qui descendaient dans les caves. On essayait de trouver quelque chose qui lui appartenait, qu'elle a pu faire tomber. La psychose s'empare du groupe. Tous les passants leur semblent louches. Mais rien ne les mène sur la piste de Sophie. La famille rentre à Cernay, livrée à elle-même. Mais Sylvie ne baisse pas les bras. Elle décide d'élargir les recherches et sa ténacité commence à porter ses fruits. Elle alerte tout le monde de la disparition de Sophie. La sœur de Sophie Le Tan diffuse sur les réseaux sociaux un véritable avis de recherche. Elle explique que le dernier signe qu'on a d'elle, c'est un échange téléphonique le matin à cet endroit, la fameuse route de Bischwiller. Donc ils sont rivés à leur écran en espérant que quelqu'un l'aura aperçu. Cet avis de recherche représente pour Sylvie la dernière chance d'avoir des nouvelles de sa sœur. Et moins de 24 heures plus tard... Il y a un retour, quelque chose d'inespéré quant aux informations. Il y a deux messages de jeunes filles, des étudiantes à Strasbourg, comme Sophie. Et ce qui est contenu dans ces messages va véritablement donner une autre dimension à cette histoire. La première jeune fille explique à Sylvie que l'adresse mentionnée sur l'avis de recherche l'a intriguée, car elle aussi devait visiter un appartement dans ce quartier, juste à côté de l'immeuble où s'est rendue Sophie. Or, ce témoin fait un récit troublant. Elle avait rendez-vous avec un propriétaire qui s'est montré très insistant au téléphone. Mais une fois sur place... Cette jeune fille raconte qu'elle s'est présentée avec son petit ami, elle n'y a pas été seule, qu'elle s'est présentée, qu'elle a sonné, qu'elle a essayé de trouver. Personne ne lui a répondu. La porte est restée fermée. Ce premier témoignage inquiète Sylvie. Et le deuxième message ne la rassure pas non plus. Une autre jeune femme évoque elle aussi un rendez-vous à la même adresse. Là encore, le propriétaire s'était montré pressant et même scénario, il lui fait faux bond. Sauf que la jeune fille, cette fois, ne se laisse pas faire.
Elle est très énervée, elle lui renvoie des messages, des SMS, en disant « mais je suis pas contente du tout, on avait prévu de visiter l'appartement à telle et telle heure, vous n'êtes pas là, vous me prenez pour qui ?» Après avoir abreuvé d'injures son interlocuteur par message interposé, celui-ci a repris contact avec elle, en réinsistant de manière un peu lourdingue, je dirais, pour réobtenir un rendez-vous. Et là, la jeune fille a senti une sorte d'intuition. Elle s'est dit, mais ce type, il est un peu bizarre, et elle n'a pas donné suite. Pourquoi on n'avait pas ouvert la porte à l'une qui était accompagnée de son amie? Pourquoi on n'avait pas ouvert la porte à l'autre? Pourquoi Sophie, elle, ayant rendez-vous là, ne donne plus signe de vie? La panique, petit à petit, s'empare de Sylvie et de sa famille. Pour la famille, ce mystérieux propriétaire a un comportement bizarre. Aussitôt, Sylvie demande aux jeunes filles de se rendre au commissariat pour témoigner. Elle espère être enfin prise au sérieux. Cela fait maintenant 3 jours que Sophie a disparu. Et cette fois, au commissariat, l'ambiance est tout autre. Les policiers entendent les 2 étudiantes et ils déclenchent immédiatement une enquête pour disparition inquiétante. Cette annonce immobilière sent en effet le piège tendu par un seul homme. Alors il confronte la téléphonie des 3 jeunes femmes. On se rend compte en remontant les lignes téléphoniques de ces 3 filles qu'elles n'ont pas été en contact avec le même numéro téléphonique en fait, que chacune avait contact avec un numéro différent. Et ces numéros étaient des cartes prépayées. On n'arrive pas à mettre un nom sur les numéros de téléphone, comme si ce loueur, justement, avait cherché à dissimuler son identité. Ce sont les voyous qui font cela. Quelqu'un qui veut cacher son numéro, alors que, normalement, cette personne est là pour louer un appartement. Pourquoi ce loueur prend-il autant de précautions pour dissimuler son identité ? Pour tenter d'identifier ce mystérieux propriétaire, les policiers expertisent toutes les lignes prépayées qui ont servi à contacter les 3 jeunes filles. Ils analysent, ils les appellent, ils attendent en espérant qu'il y ait également un signal qui s'effectue parmi ces numéros-là. Et quelques jours plus tard, miracle, un de ces téléphones est réactivé. Et réactivé avec une puce qui, elle, est identifiable. Et l'enquête connaît un rebondissement spectaculaire. Le 15 septembre, une semaine après la disparition de Sophie, l'homme caché derrière ces numéros anonymes utilise cette fois sa propre puce. Les enquêteurs ont enfin un nom. Un certain Jean-Marc Reiser, un sexagénaire a priori bien paisible. Jean-Marc Reiser, c'est quelqu'un qui est à l'aube de ses 60 ans. Et effectivement, à ce moment-là, il est au chômage. Ce qui est assez étonnant, assez paradoxal, que malgré le fait qu'il soit au chômage, il poursuit donc des études. Et après une maîtrise en archéologie, il s'est lancé également dans une licence d'histoire de l'art. Il a une petite fille dont il s'occupe, même s'il n'habite pas avec la mère, ce qui n'est pas si rare. Il a comme loisir la randonnée dans les Vosges, dans la forêt des Vosges qu'il connaît bien, puisque son père était garde forestier. Donc c'est un domaine qu'il connaît, qu'il parcourt, qu'il pratique, qu'il aime. C'est plutôt sain. On va se rendre compte quand même que c'est un petit peu, au premier abord, monsieur tout-le-monde. Mais derrière cette image un peu lisse, les enquêteurs découvrent un homme bien connu de leur service. Monsieur Reiser, connu. Connu pourquoi? Condamné avec un casier judiciaire, avec plusieurs condamnations à son casier. Là, les enquêteurs se disent on a une piste sérieuse. On va aller voir ce monsieur. Jean-Marc Reiser est dans leur collimateur, car il n'est pas fiché pour des petits larcins, mais pour des faits bien plus graves, des crimes sexuels. Et coïncidence troublante, il habite à Schiltigheim, au 1 rue Perle, juste en face de l'immeuble où Sophie avait rendez-vous. Jean-Marc Reiser devient le suspect numéro 1. Il faut l'arrêter au plus vite. Pour être sûr de ne pas le rater,
Ce sont les policiers d'élite de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention, qui se mettent en chasse. Grâce à son téléphone, il le localise dans la banlieue sud de Strasbourg. Les policiers ne veulent prendre aucun risque. L'homme peut se montrer menaçant. La BRI, en nombre assez important, parce qu'elle sait que M. Rezer, c'est quelqu'un de très dangereux. La police va le suivre en voiture. C'est un peu les cow-boys de la PJ, et le fait de mettre la BRI sur le coup, ça veut dire qu'ils s'attendent quand même à avoir un sérieux client face à eux quand ils devront l'interroger. Il fait déjà nuit quand la brigade le prend en filature. Et vers 22h30, la BRI passe à l'action. Jean-Marc Rezer est cerné. Il est sorti de son véhicule et immédiatement menotté. Donc quand ils l'arrêtent, leur premier réflexe, c'est quand même de fouiller dans la voiture, et particulièrement dans le coffre, en imaginant peut-être que Sophie se trouve séquestrée à cet endroit. Mais à l'ouverture du coffre, aucune trace de Sophie. Quant à Jean-Marc Rezer, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Lui est très surpris. Il dit « Mais qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce qui se passe ?» Jean-Marc Rezer reste calme. Pourtant, les policiers le placent en garde à vue, car les recoupements téléphoniques en font leur principal suspect. Les enquêteurs, évidemment, lui parlent de Sophie Le Tan, lui montrent les photos, lui demandent « Est-ce que vous avez vu cette jeune fille ?» M. Rezer déclare en garde à vue. Mais je la connais pas, j'ai jamais vu cette personne. Ils disent à M. Rezer, mais elle n'est pas venue chez vous? Ah, pas du tout. Et si on retrouvait l'ADN de Sophie chez vous? Ah, c'est pas possible. Jamais vous ne pourrez retrouver l'ADN de cette personne chez moi. Elle n'est jamais venue chez vous. Jean-Marc Rezer n'en démord pas. Il affirme n'avoir jamais croisé Sophie Le Tan et ne comprend pas de quoi on l'accuse. Pourtant, les enquêteurs poursuivent leur interrogatoire car ils veulent savoir: a-t-il un alibi solide pour cette journée du vendredi 7 septembre, jour de la disparition de Sophie? Face aux questions des enquêteurs, il est très serein. Il dit j'étais dans le coin, en fait, il est possible que j'ai été faire des courses. En tout cas, je n'ai rien à voir avec cette histoire. » Jean-Marc Rezer n'a pas d'alibi. Les enquêteurs insistent. N'a-t-il pas donné rendez-vous à Sophie pour une visite d'appartement? Mais là encore, il affirme ne pas connaître la jeune femme. Alors les policiers persistent. Avez-vous au moins diffusé des annonces immobilières durant cette période? Jamais je passe d'annonce. Jamais. Il n'a rien à voir avec cette affaire, il ne sait pas de quoi on lui parle, il est complètement étranger à tout ça. Il commence à dire que est-ce que c'est pas son passé judiciaire qui plaide contre lui? Est-ce qu'il n'a pas la tête de l'emploi? Est-ce que ce serait pas le coupable idéal par rapport à son passé? Jean-Marc Rezer nie toute implication dans la disparition de Sophie. Mais les policiers ne sont pas convaincus, car ils ont affaire à un homme qui est bien connu de la justice. Alors, qui est vraiment Jean-Marc Rezer? Aurait-il pu s'en prendre à Sophie Le Tan? Pour le savoir, les enquêteurs décident de remonter dans le temps pour fouiller son passé. Et voilà ce qu'ils découvrent. 20 ans plus tôt, en juin 1997, Jean-Marc Rezer a alors 37 ans. Nous sommes à Pontarlier, dans le Doubs. Il est à bord de son véhicule quand les douanes volantes l'interpellent pour un contrôle de routine. Ils ouvrent son coffre et là, ils tombent sur un véritable arsenal. Un fusil à pompe, un pistolet. Des cordelettes qui pourraient éventuellement servir à ligoter quelqu'un, un scalpel, une cagoule. Des stupéfiants, des anesthésiants. Et les découvertes des douaniers ne s'arrêtent pas là. Il y a quelque chose de vraiment très inquiétant, c'est qu'on retrouve un lot de photos représentant des jeunes femmes dénudées, visiblement peut-être droguées, à qui on fait subir des sévices sexuels.
avec des objets dans des positions très humiliantes, mais ce qui est surtout très étrange, c'est que ces jeunes femmes semblent inconscientes. On a même l'impression qu'elles sont mortes quand on découvre les clichés. Pour ces policiers, on peut se demander si on n'a pas affaire à un prédateur sexuel de la pire espèce. Pour les douaniers à l'époque, le contenu de son coffre ne laisse pas de place au doute. Jean-Marc Reiser détient l'équipement d'un possible violeur en série. Ils préviennent donc la police de Besançon et il est aussitôt placé en garde à vue. Les hommes de la PJ le somment de s'expliquer. Qui sont ces femmes sur les clichés? Ont-elles été droguées et violées? Mais Jean-Marc Reiser a une bonne explication. Jean-Marc Reiser va indiquer qu'il s'agit de mise en scène artistique, réalisée avec des prostituées des pays de l'Est et bien évidemment avec leur consentement. Alors lui dit, effectivement, j'ai des fantasmes, j'adore faire l'amour avec des prostituées dans des positions très humiliantes, ça m'excite beaucoup. Les enquêteurs doutent de cette version, car ces femmes paraissent inconscientes. Cela ne ressemble pas à un simple jeu sexuel. Pour en avoir le cœur net, ils veulent donc les identifier au plus vite. Mais Jean-Marc Reiser affirme ne plus se souvenir de l'identité de ces prostituées. Alors les enquêteurs convoquent les ex-petites amies pour en savoir plus sur la personnalité de leurs suspects. Et on va tomber sur une ex-copine qui va se reconnaître sur une de ces photos. Elle est extrêmement choquée. Elle reconnaît que, à l'évidence, elle a été endormie à son insu. Et sur la photographie où elle figure nue, des objets ont été introduits dans son sexe. Et donc, elle a été violée. Et elle décide de porter plainte. Pour les enquêteurs, l'homme a le profil d'un pervers sexuel. Alors ils interrogent tous les fichiers au niveau national. Et ça match. Ils trouvent un portrait robot, celui d'un homme recherché pour un viol commis 2 ans plus tôt, en 1995, et qui ressemble trait pour trait à Jean-Marc Reiser. Ce qu'ils découvrent est loin de les rassurer. Cette fois, nous sommes à l'été 1995, dans les Landes. Une femme arrive à la gendarmerie dans tous ses états. C'est une touriste allemande et elle veut porter plainte pour viol. Ce soir-là, elle fait du stop. Un véhicule s'arrête. Cet homme la prend en stop et prend un chemin détourné dans la forêt de Pin-des-Landes. Celui-ci, au bout de quelques kilomètres, sous prétexte d'un besoin urgent, s'est arrêté. Et là, complètement changé, ou aurait complètement changé de personnalité, de caractère, et l'aurait agressé. Et là, il sort un cutter, il menace la jeune fille qui est violée. Pendant de longues minutes, le violeur s'acharne sur sa victime. Elle explique vouloir crier à l'aide, mais elle est coincée dans la voiture, garée le long d'un chemin désert. Et son violeur se fait de plus en plus agressif. Elle n'a rien pu faire. Elle a véritablement eu peur pour sa vie. Elle était persuadée que si elle ne collaborait pas, si elle ne se laissait pas faire, il risquait de l'égorger et donc de la tuer. Son agresseur lui laisse la vie sauve. Elle se rend aussitôt à la gendarmerie pour faire une description détaillée de son violeur. Mais on ne retrouvera pas sa trace. Alors, 2 ans plus tard, lorsqu'en 1997, à Besançon, les policiers découvrent que le portrait robot du violeur correspond à Jean-Marc Reiser, l'affaire est relancée. La touriste allemande est convoquée à nouveau au commissariat. On va faire un tapissage, comme on dit, et donc elle va reconnaître formellement son agresseur comme étant Jean-Marc Reiser. Jean-Marc Reiser est mis en examen pour viol, mais il clame son innocence. Jean-Marc Reiser, de son côté, a toujours nié être l'agresseur de cette jeune femme. Mais pour les enquêteurs de Besançon, en 1997, leur suspect a bien le profil d'un pervers dangereux. Alors,
Ils enquêtent sur ses pratiques sexuelles. C'est un homme à femme à conquête. Ça, il a une certaine prestance, c'est un individu viril, il plaît. On lui dénombre depuis sa jeunesse pas moins d'une vingtaine de relations plus ou moins étroites avec certaines jeunes femmes. Donc on va les passer toutes en revue, toutes les interroger. Au fil des auditions de ses ex-compagnes, les enquêteurs sont stupéfaits. Il se dessine en creux le portrait d'un homme très inquiétant. Toutes sont d'accord pour dire que c'est un individu extrêmement violent, extrêmement impulsif. Certaines de ses compagnes diront qu'il pouvait lancer un verre à la figure, enfin avoir des pulsions de violence qui étaient quand même assez effrayantes. Et dont une qui dit qu'elle a eu 18 points de suture suite à une dispute assez violente. Une autre de ses compagnes va indiquer que, là encore, au moment de la rupture, les choses s'étaient mal passées, en ce qu'elle aurait été, sous la menace d'une arme, ligotée en forêt et passée à tabac par Jean-Marc Reiser. Qu'il aurait fait subir